Les Bahamas. Un archipel d'une légendaire beauté. Quelques 3000 îles et îlots dispersés sur près de 260 000 km² au nord de la mer des Caraïbes, qui se sont formés au cours des millénaires sur un plateau de calcaire corallien. C'est un paradis tropical d'une exceptionnelle biodiversité. Vivier pour une faune et une flore spectaculaires, et un lieu d'histoire géologique et naturelle unique sur le globe. Le royaume des eaux profondes forme la plus grande partie du territoire des Bahamas. Vu du ciel, la frontière est nette. Le fond marin peu profond, avec ses eaux turquoises, chute brutalement de plusieurs centaines de mètres. Et l'eau devient bleu sombre. Les masses d'eau éloignées des côtes constituent la zone pélagique. Les espèces qui peuplent cette zone ont appris à parcourir de longues distances pour trouver de la nourriture, un abri ou des partenaires. Elles doivent être capables de nager longtemps ou vite, ou encore de plonger profondément. Certaines ont trouvé l'astuce. Elles se font transporter. Cette zone semble quasi déserte comparée aux zones côtières et à la richesse de leur biomasse. On recense dans cet immense espace moins de 10% des espèces marines. Pas facile pour elles de trouver de la nourriture et pas facile pour les chercheurs de les localiser s'ils veulent les étudier. Kelly Sweeting étudie les dauphins depuis plus de 10 ans. Elle sillonne régulièrement ces eaux. Il y a plusieurs sites autour des îles Bimini où les dauphins reviennent régulièrement. La chercheuse scrute l'océan dans l'espoir d'apercevoir un aileron à la surface de l'eau. Les dauphins tachetés de l'Atlantique vivent dans les eaux côtières plus chaudes de l'océan Atlantique. À la naissance, ces dauphins sont gris. Leurs taches distinctives apparaissent au cours de leur croissance. Alors que certains vivent dans les eaux peu profondes autour des îles Bimini, d'autres groupes préfèrent les eaux pélagiques du Grand Canyon des Bahamas. Leurs proies sont largement disséminées dans l'océan. Certains dauphins parcourent de longues distances avant de repérer un banc de poissons. Kelly filme leurs interactions. La composition des groupes de dauphins change souvent. Au sein du groupe, qui peut inclure des mâles et des femelles de tous âges, les comportements sociaux sont avant tout des comportements de survie. Les dauphins se protègent mutuellement des prédateurs. Alors que certaines attitudes sont purement défensives, d'autres visent à renforcer les liens entre les individus et la cohésion du groupe.
les dauphins communiquent sans cesse entre eux par leur langage corporel. Ce jeune dauphin reste tout près de sa mère. Il économise ainsi de l'énergie car l'eau lui oppose une moindre résistance. Et il a juste à donner de temps en temps un petit coup de nageoire caudale pour maintenir le cap. Cette proximité facilite l'allaitement et rassure à la fois la mère et le petit. Ces jeunes n'ont plus besoin de l'attention constante de leur mère. Ils passent désormais une bonne partie de leur temps avec d'autres dauphins de leur âge. Dans les grands groupes, les dauphins évoluent souvent deux par deux. Ce comportement n'est pas réservé aux jeunes. Les dauphins plus âgés ne cessent eux aussi de renforcer les liens avec leur père. Nager le ventre tourné vers le ciel est une invitation au contact, un peu comme un chien qui a envie qu'on lui gratte le ventre. Cela peut être l'appel d'un dauphin mâle qui souhaite s'accoupler ou une simple demande de marque d'attention. Ici, deux adultes se touchent les nageoires. C'est une façon de conserver un contact étroit lorsqu'ils nagent à grande vitesse. Dans ces eaux, les dauphins sont la proie des requins. Les chercheurs pensent que les cétacés agissent en groupe pour repousser les attaques des squales. Les entailles au niveau du pédoncule caudal de ce dauphin sont sans doute dues aux attaques d'un ou plusieurs requins. 15 à 30% des dauphins de Bimini gardent des cicatrices de leur rencontre avec ces prédateurs. Pour repousser une attaque, les dauphins doivent coordonner leur action. Mais parfois, les dauphins s'éloignent vers le large. Ce mâle tacheté semble être seul, mais il reste probablement en contact avec ses congénères au moyen du comportement social qui intrigue le plus Kelly, la vocalisation. Kelly enregistre les sons émis par les dauphins. Leur palette sonore est large et comprend deux grandes catégories, les sifflements et les clics. La chercheuse est un peu comme une anthropologue qui tente de déchiffrer une langue ancienne oubliée, sans l'aide d'une pierre de rosette. En plongeant en apnée pour filmer les comportements et enregistrer les vocalises des dauphins, Kelly espère mieux interpréter leurs interactions et comprendre comment celles-ci contribuent au bien-être de ces groupes éminemment sociaux. Les eaux profondes au large des Bahamas sont peuplées de nombreuses espèces. Certaines y résident en permanence, mais bon nombre ne font que passer. Elles parcourent des milliers de kilomètres pour rejoindre des aires d'alimentation ou se mettre en quête de congénères pour s'accoupler. Les biologistes marines Diane Claridge et Elizabeth Burgess sont à l'affût du moindre signe de vie dans l'océan. Elles sont attentives à tout frémissement à la surface de l'eau. Ce pourrait être le jet de vapeur d'un évent ou l'écume produite par le saut d'un cétacé. Tout au long de l'année, elles constituent un dossier photographique de chaque animal rencontré. Les deux femmes,
tendent également l'oreille pour détecter les clics distinctifs des mammifères marins. Les cachalots émettent des clics si puissants qu'on peut les entendre à 10 km à la ronde. Les cachalots sont habituellement silencieux lorsqu'ils remontent vers la surface. Enfin, la série de clics fait place au silence. Les biologistes marines savent qu'ils vont faire surface. Elles doivent estimer leur position et la direction qu'ils vont prendre. Elles se rapprochent. Presque tous les cachalots rencontrés dans ces eaux sont des femelles avec leurs petits. Les mâles passent le plus clair de leur temps dans des eaux plus froides, vers les pôles. Ils quittent les petits groupes matriarcaux quand ils ont entre 4 et 12 ans. Les femelles sont plus petites. Elles mesurent en moyenne 11 mètres, alors que les mâles peuvent atteindre 18 mètres. Et elles pèsent une quinzaine de tonnes, soit le tiers du poids des grands mâles. Les cachalots possèdent un organe qui occupe presque entièrement le sommet de leur tête et produit une substance huileuse, le spermacétie, ou blanc de baleine. Les premiers baleiniers ont cru qu'il s'agissait du liquide séminal de l'animal, d'où le nom de spermacétie. Cette substance, très prisée des hommes, a valu aux cachalots d'être impitoyablement chassés. À la différence des baleines, les cachalots ont un évent situé non pas au milieu, mais sur la gauche de leur tête. Leur souffle est donc aisément reconnaissable. Mais les cachalots sont difficiles à localiser, car ils peuvent plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur et rester sous l'eau pendant 1 heure. C'est un exploit remarquable pour un mammifère qui n'a pas les branchies d'un requin et qui ne peut respirer qu'à l'air libre. Les cachalots plongent pour chasser les calamars, qui composent la plus grande partie de leur alimentation. On estime qu'un adulte consomme des centaines de kilos de calamars par jour. Pour se procurer de telles quantités, il est possible que les cachalots d'un groupe familial chassent ensemble en utilisant des combinaisons de clics pour communiquer entre eux et localiser les proies. Leur langage est riche et complexe. Les sons pulsés des clics rappellent les grincements d'une porte de grange. Charlotte Dunn, spécialiste en acoustique, mesure les caractéristiques de ces clics pour estimer la taille des cachalots. Les jeunes cachalots sont incapables de plonger profondément. Quand leur mère sonde pour se nourrir, les jeunes restent à la surface. Une autre femelle du groupe reste auprès d'eux pour les protéger des orques. Pour récupérer après l'effort fourni pendant la plongée, les cachalots passent un moment à la surface. Mais 10 minutes plus tard, ils sont déjà prêts à regagner les profondeurs. Ce cachalot offre à Diane l'angle idéal pour une photo. La nageoire caudale de chaque individu porte des marques ou des entailles uniques. Cela permet à la chercheuse de confirmer son identité. Ce cachalot est dans sa base de données depuis plus de 20 ans.
La rencontre d'aujourd'hui prouve qu'ils continuent à venir dans les parages. Les eaux profondes des Bahamas abritent certains géants de la planète. Mais elles sont aussi peuplées d'espèces plus petites et plus fragiles. Voici une ceinture de Vénus. Cet animal en forme de ruban translucide d'1 mètre à 1,5 mètre de long fait partie des cténophores. Les cténophores comptent parmi les espèces les plus anciennes de la Terre. Leur apparition remonte à plus de 500 millions d'années. La ceinture de Vénus possède tout le long du corps des tentacules adhésifs qui capturent le zooplancton et de minuscules crustacés et les acheminent vers sa bouche. Bien que ces animaux semblent dériver au gré du courant, ils nagent. Des milliers de cils vibratiles, fusionnés à la base et disposés sur 8 rangées, leur permettent de se mouvoir. Leur battement coordonné produit une ondulation semblable à celle du serpent. Les cténophores ont probablement fait partie des premiers organismes dotés de cellules spécialisées dans la locomotion. La plupart des cténophores sont hermaphrodites. Ils libèrent à la fois du sperme et des ovules et peuvent même s'autoféconder. Les jeunes ceintures de Vénus sont transparentes, mais avec l'âge, elles prennent souvent une teinte violette ou bleu-vert. De nuit, elles émettent de la lumière par bioluminescence. Leur façon de se mouvoir n'est pas seulement élégante, elle leur permet de prospérer en pleine mer. Grâce à la lenteur de leurs ondulations, elles sont endurantes et parviennent à se nourrir efficacement. Et dans cet environnement isolé, leur mode de reproduction unique au monde est un très net avantage. Toutes les îles, les îlots et les récifs des Bahamas reposent sur 2 plateformes carbonatées appelées les bancs des Bahamas. Ce sont ces bancs qui donnent à l'eau sa couleur turquoise typique. À l'ouest, le fond marin descend progressivement jusqu'à 760 mètres. Mais à l'est, les falaises sous-marines sont abruptes et s'enfoncent jusqu'à 4000 mètres dans l'Atlantique. Les rares espèces qui prospèrent ici sont très résistantes, très rapides ou capables de plonger à de grandes profondeurs. Une espèce réunit ces 3 qualités. Jadis, c'était un des squales les plus répandus dans le monde. Le requin longimane est désormais considéré en danger critique d'extinction. Exclusivement pélagique, le longimane s'aventure rarement dans les eaux côtières. Il est donc difficile à étudier. Il est aussi appelé requin à pointe blanche, en raison des taches blanches à l'extrémité de ses nageoires. Ses nageoires dorsales et pectorales sont arrondies et plus longues que celles des autres requins. Les requins sont réputés pour leur odorat. L'eau de mer pénètre dans leurs narines, situées sous leur museau, jusqu'à des sacs olfactifs. Les requins sont capables de détecter d'infimes traces chimiques, ce qui leur permet d'identifier de très loin une proie ou un partenaire potentiel. Cependant, ils ne respirent pas par leurs narines. C'est l'eau qui passe dans leurs branchies qui oxygène leur sang. Les poissons pilotes sont les compagnons attitrés du requin longimane. Les chercheurs croyaient autrefois que cette relation profitait aux 2 espèces. Mais de récentes études indiquent que les poissons pilotes sont simplement très opportunistes. Ils se nourrissent des restes des repas des requins
et ils profitent de l'onde de proue créée par le squale pour tripler leur vitesse. Puisque les requins ne semblent tirer aucun bénéfice du voisinage des poissons pilotes, la raison pour laquelle ils ne les mangent pas reste encore un mystère. Les Bahamas sont les champions mondiaux en matière de protection des requins. C'est l'un des premiers pays à avoir interdit la pêche à la palangre dans les années 1990, puis en 2011, le commerce de tous les produits issus du requin. En conséquence, cette zone proche de l'île Cat offre aux chercheurs comme aux amateurs de sensations fortes la chance unique d'observer de près ces créatures méconnues. Des dizaines de requins longimanes viennent se nourrir dans ces eaux. La plupart des requins qu'on croise ici sont des femelles. Les scientifiques pensent que cet endroit est lié à leur cycle de reproduction. Il est probable que les requins s'accouplent ou mettent bas à proximité. Les femelles prennent peut-être des forces en se nourrissant des thons et des coryphènes qui migrent à travers ces eaux à la même époque. Ces femelles requins donnent naissance à leurs petits 1 an après l'accouplement. Les requins longimanes sont vivipares. Les œufs éclosent dans le corps de la mère et les petits requins naissent déjà formés. Cette femelle attend des petits. Elle déploie une énergie farouche pour défendre sa prise face aux concurrentes. Lors d'une vaste opération de marquage de requins longimanes dans la région, les scientifiques ont fait des découvertes étonnantes. Les recherches ont confirmé que les requins solitaires se déplacent dans un rayon allant de 500 à 2000 km. Collectivement, ils se dispersent sur plus de 16 000 km², mais chaque individu passe en moyenne les 2/3 de son temps dans les eaux protégées des Bahamas. Les chercheurs ont également appris que pour se nourrir, les longimanes peuvent plonger à des profondeurs de plus de 1000 mètres. Ce sont des prédateurs opportunistes. En général, ils nagent lentement pour économiser leur énergie. Mais ils sont capables d'accélération soudaine pour capturer une proie. Les requins commencent par mordre leur proie. Puis, ils utilisent leurs dents crénelées pour saisir et déchiqueter leur victime. Comme le requin longimane, la plupart des espèces pélagiques sont constamment en mouvement, en quête de nourriture, de partenaires ou d'un endroit tranquille. Ces puffins ont une envergure de près de 70 cm.
Ils sont parfaitement adaptés pour voler au ras de l'eau et fendre les vagues. Leur bec est crochu à son extrémité, ce qui leur permet de saisir même les proies les plus glissantes. Pour survivre en pleine mer, ils doivent profiter de la moindre aubaine qui se présente. Par exemple, ce tapis d'algues d'apparence si banale. Sur la surface uniforme de l'océan apparaissent des macroalgues brunes appelées sargasses. Leur nom vient du mot portugais sargasso, qui signifiait petit raisin. Les sargasses ont de petites vessies remplies d'air qui les maintiennent à la surface. La plupart des sargasses se forment dans le golfe du Mexique au mois de mars. Au fil du temps, elles dérivent avec le Gulf Stream. Ces petites touffes d'algues, rapprochées par le vent et les courants, forment des tapis de 20 à 80 mètres carrés et finissent par se rassembler au nord-est des Bahamas, dans la mer qui porte leur nom, la mer des Sargasses. Les sargasses rendent de nombreux services aux espèces pélagiques. Elles leur fournissent de la nourriture, un abri et même un moyen de transport. Les jeunes tortues marines nagent parmi les algues pour se nourrir et se laissent porter jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour revenir vers les côtes sablonneuses des Bahamas. D'autres petites créatures se cachent dans ces algues où elles trouvent du plancton invisible. Elles nourrissent à leur tour des crabes, des crevettes et des anémones. Et les poissons se massent en dessous. Les oiseaux marins tels que les puffins savent qu'ils trouveront toujours à manger sous les tapis d'algues. La plupart de ces espèces marines ne mangent pas les sargasses elles-mêmes, car leurs feuilles sont très amères. Sous l'eau, les coryphènes remontent vers la surface, attirés par les sargasses. Pour eux aussi, ces algues représentent une source potentielle de nourriture. Le coryphène est un poisson à croissance rapide. En 4 ans, les gros mâles peuvent atteindre près de 40 kilos. Les coryphènes consomment en moyenne chaque jour l'équivalent de 5% de leur masse corporelle. Ils peuvent parcourir jusqu'à 200 km par jour à la recherche de proies, comme les petites carangues, les balistes et même les crabes et les calamars cachés dans les sargasses. Les mâles et les femelles sont faciles à distinguer. Les mâles ont une tête assez carrée, tandis que celle des femelles suit une ligne plus arrondie. Dans les eaux profondes, où tout être mange ou est mangé, peu de coryphènes atteignent l'âge d'1 an. Mais ce taux de mortalité est compensé par la profusion des naissances. Les femelles pondent des milliers d'œufs dès l'âge de 4 mois. Du fait de leur croissance rapide, les coryphènes sont une source de nourriture constante pour les plus grands prédateurs pélagiques. À la surface, un groupe de puffins d'Audubon s'envole en quête d'un autre tapis de sargasses. L'un d'eux reste en arrière.
il est visiblement blessé. En haute mer, il n'y a pas de sursis. Ce prédateur devient à son tour une proie. Dans le Grand Canyon des Bahamas, Diane Claridge et Elizabeth Burgess cherchent l'insaisissable baleine à bec de Blainville. Ces baleines sont des championnes de plongée en apnée, surtout lorsqu'on considère leur taille compacte. Après une seule inspiration, elles peuvent plonger pendant 1 heure à plus de 1500 mètres. Elles passent peu de temps à la surface, ce qui les rend presque impossibles à repérer et à étudier. Ces baleines à bec de Blainville ont émergé pour se remettre de leur plongée en eau profonde. Après avoir pris une bouffée d'air, elles effectuent une série de plongeons à faible profondeur. Il s'agirait d'une méthode de décompression pour évacuer l'excès d'azote de leur sang, comme le font les plongeurs en remontant par paliers. Ensuite, les baleines se reposent, parfois pendant 1 heure et demie, avant de plonger à nouveau. Le cycle de plongée dure environ 2 heures et demie et se répète tout au long de la journée et de la nuit. Alors que les baleines refont surface, Elizabeth Burgess se jette à l'eau pour récupérer la seule chose qu'elle laisse derrière elle. Leurs excréments. L'analyse de ces échantillons a montré que les baleines à bec de Blainville se nourrissent principalement de diverses espèces de calamars, mais mangent aussi des poissons et des crustacés. Le corps de ces baleines a évolué de façon à ce qu'elles puissent être plus efficaces quand elles sondent. Leurs petites nageoires pectorales s'insèrent dans des poches latérales pour rendre leur profil encore plus hydrodynamique. Et par rapport à leur taille, leur nageoire caudale est plus large que celle de tous les autres cétacés. Cette puissante nageoire les propulse dans les profondeurs. Les baleines à bec de Blainville se déplacent généralement en groupe. Un groupe peut compter jusqu'à 12 individus qui plongent souvent tous ensemble. Cette petite unité sociale est appelée un harem. Elle comprend un mâle, une femelle, son petit et une autre femelle immature. La jeune femelle a environ 4 ans. Elle a récemment quitté sa mère et se nourrit désormais sans son aide. Quand elle aura atteint sa maturité sexuelle, elle rejoindra un groupe d'autres jeunes. Les chercheurs ont découvert que, contrairement aux jeunes cachalots, même les plus petites baleines à bec de Blainville plongent avec leur mère. Leur contact reste étroit jusqu'à l'âge de 3 ans. Il est possible que le mâle adulte soit là pour protéger le baleineau pendant la première année de sa vie. Peut-être en est-il le géniteur, ou peut-être attend-il simplement de s'accoupler avec la femelle. Le mâle adulte accompagnera ce harem pendant 1 an, avant de partir en quête d'autres congénères. Chez les baleines à bec de Blainville, les mâles adultes présentent une caractéristique anatomique unique.
Deux énormes dents poussent sur des renflements de leur mâchoire inférieure. Il se peut que les femelles choisissent un mâle en fonction de ses dents. Ce sont des armes dans les combats pour conquérir un harem. Les longues cicatrices sur le dos de ce mâle indiquent qu'il s'est récemment battu pour conquérir le sien. Toutes les baleines à bec de Blainville présentent des blessures de forme arrondie infligées par un petit requin, le squalelet féroce. Au fil du temps, leur corps se couvre de cicatrices dues aux morsures de ce parasite nocturne. Les chercheurs peuvent déterminer grossièrement l'âge d'une baleine et l'identifier d'après le nombre de cicatrices qu'elle porte et le dessin formé par ces marques. La pause est terminée. Les baleines à bec de Blainville s'apprêtent à plonger à nouveau. Elles se dérobent une fois de plus à notre vue. Affleurant à la surface de l'eau, ce rocher attire des espèces en quête de nourriture et d'un refuge terrestre dans l'immensité océanique. Bien qu'ils se posent rarement et qu'ils soient probablement capables de dormir en volant, les oiseaux pélagiques, comme les sternes fuligineuses, s'installent sur des affleurements rocheux pendant la saison des amours. Cet îlot de rochers et de végétation cache une pouponnière. Les nids sont sommaires. Un tas de pierres et quelques brindilles. Les sternes fuligineuses ne pondent qu'un œuf par an. Les parents consacrent beaucoup d'énergie à assurer la survie de leur progéniture. Ils couvent l'œuf à tour de rôle et lorsqu'il est éclos, ils se relaient pour nourrir l'oisillon. Les nids sont peut-être inconfortables, mais ils sont discrets et offrent un camouflage parfait. Les oisillons qui viennent de naître se fondent à merveille dans le décor. Les nodis bruns nichent souvent dans les mêmes colonies que les sternes fuligineuses. Ils pondent également un seul œuf par an. Un œuf moucheté de brun et de mauve. Les parents se relaient eux aussi pour protéger et nourrir leur oisillon. Dans cette colonie très peuplée, il est trop risqué de laisser longtemps les poussins seuls avant qu'ils n'atteignent l'âge de 8 semaines et puissent quitter le nid. Tandis que les oiseaux nichent sur l'îlot rocheux, les poissons exploitent sa géographie sous-marine. Un banc de carangues gomades utilise ce récif pour optimiser sa chasse. Arrivant en nombre, les carangues sèment le chaos et débusquent ainsi de petits poissons. Elles décrivent des cercles de plus en plus rapprochés autour d'un banc d'alevins pour les piéger contre la paroi rocheuse. Certaines brisent alors le cercle pour passer à l'attaque. Cette foule de poissons attire aussi les oiseaux de mer. Tels des missiles tombant du ciel, les sternes de Dougal plongent la tête la première vers les alevins. Elles raflent un poisson et repartent.
La queue fourchue de cet oiseau lui permet d'atteindre sa cible avec précision. Attiré par ce remue-ménage, le nodibrin et la sterne fuligineuse s'élancent pour se joindre au festin. Tandis que les poissons restants s'échappent, les parents regagnent la colonie. Ils vont nourrir leur oisillon et se reposer encore un peu. À première vue, les eaux profondes qui entourent les Bahamas semblent désertes. Sur des centaines de kilomètres, rien ne trouble la surface de l'océan. Mais soudain, on aperçoit une vague d'écume, puis un aileron. Et l'océan qu'on croyait dénué de vie se révèle peuplé par certaines des espèces les plus étonnantes et résistantes des Bahamas. Peu d'animaux sont adaptés pour vivre toute leur vie ici. Ceux qui prospèrent en haute mer doivent pouvoir plonger profondément, nager vite ou parcourir de longues distances. Certains possèdent ces trois atouts. Ici, leur quête de nourriture, de partenaires et de lieux où s'abriter est incessante, comme le mouvement même de l'eau. Leur existence est à la fois belle et exigeante, à l'image des Bahamas. Les Bahamas. Un archipel d'une légendaire beauté. Quelques 3000 îles et îlots dispersés sur près de 260 000 km² au nord de la mer des Caraïbes qui se sont formés au cours des millénaires sur un plateau de calcaire corallien. C'est un paradis tropical d'une exceptionnelle biodiversité. Vivier pour une faune et une flore spectaculaires et un lieu d'histoire géologique et naturelle unique sur le globe. Le royaume des eaux profondes forme la plus grande partie du territoire des Bahamas. Vu du ciel, la frontière est nette. Le fond marin peu profond, avec ses eaux turquoises, chute brutalement de plusieurs centaines de mètres. Et l'eau devient bleu sombre. Les masses d'eau éloignées des côtes constituent la zone pélagique. Les espèces qui peuplent cette zone ont appris à parcourir de longues distances pour trouver de la nourriture, un abri ou des partenaires.
Elles doivent être capables de nager longtemps ou vite, ou encore de plonger profondément. Certaines ont trouvé l'astuce. Elles se font transporter. Cette zone semble quasi déserte comparée aux zones côtières et à la richesse de leur biomasse. On recense dans cet immense espace moins de 10% des espèces marines. Pas facile pour elles de trouver de la nourriture et pas facile pour les chercheurs de les localiser s'ils veulent les étudier. Kelly Sweeting étudie les dauphins depuis plus de 10 ans. Elle sillonne régulièrement ces eaux. Il y a plusieurs sites autour des îles Bimini où les dauphins reviennent régulièrement. D'autres petites créatures se cachent dans ces algues où elles trouvent du plancton invisible. Elles nourrissent à leur tour des crabes, des crevettes et des anémones. Et les poissons se massent en dessous. Les oiseaux marins tels que les puffins savent qu'ils trouveront toujours à manger sous les tapis d'algues. La plupart de ces espèces marines ne mangent pas les sargasses elles-mêmes, car leurs feuilles sont très amères. Sous l'eau, les coryphènes remontent vers la surface, attirés par les sargasses. Pour eux aussi, ces algues représentent une source potentielle de nourriture. Le coryphène est un poisson à croissance rapide. En 4 ans, les gros mâles peuvent atteindre près de 40 kilos. Les coryphènes consomment en moyenne chaque jour l'équivalent de 5% de leur masse corporelle. Ils peuvent parcourir jusqu'à 200 km par jour à la recherche de proies, comme les petites carangues, les balistes et même les crabes et les calamars cachés dans les sargasses. Les mâles et les femelles sont faciles à distinguer. Les mâles ont une tête assez carrée, tandis que celle des femelles suit une ligne plus arrondie. Dans les eaux profondes, où tout être mange ou est mangé, peu de coryphènes atteignent l'âge d'1 an. Mais ce taux de mortalité est compensé par la profusion des naissances. Les femelles pondent des milliers d'œufs dès l'âge de 4 mois. Du fait de leur croissance rapide, les coryphènes sont une source de nourriture constante pour les plus grands prédateurs pélagiques. À la surface, un groupe de puffins d'Audubon s'envole en quête d'un autre tapis de sargasses. L'un d'eux reste en arrière. Il est visiblement blessé. En haute mer, il n'y a pas de sursis. Ce prédateur devient à son tour une proie. Très peuplé, il est trop risqué de laisser longtemps les poussins seuls avant qu'ils n'atteignent l'âge de 8 semaines et puissent quitter le nid. Tandis que les oiseaux nichent sur l'îlot rocheux, les poissons exploitent sa géographie sous-marine. Un banc de carangues gomades utilise ce récif pour optimiser sa chasse. Arrivant en nombre, les carangues sèment le chaos et débusquent ainsi de petits poissons. Elles décrivent des cercles de plus en plus rapprochés autour d'un banc d'alevins pour les piéger contre la paroi rocheuse. Certaines brisent alors le cercle pour passer à l'attaque. Cette foule de poissons attire aussi les oiseaux de mer.
Tels des missiles tombant du ciel, les sternes de Dougal plongent la tête la première vers les alevins. Elles raflent un poisson et repartent. La queue fourchue de cet oiseau lui permet d'atteindre sa cible avec précision. Attiré par ce remue-ménage, le nodibrin et la sterne fuligineuse s'élancent pour se joindre au festin. Tandis que les poissons restants s'échappent, les parents regagnent la colonie. Ils vont nourrir leur oisillon et se reposer encore un peu. À première vue, les eaux profondes qui entourent les Bahamas semblent désertes. Sur des centaines de kilomètres, rien de fragile. Voici une ceinture de Vénus. Cet animal en forme de ruban translucide d'1 mètre à 1,5 mètre de long fait partie des cténophores. Les cténophores comptent parmi les espèces les plus anciennes de la Terre. Leur apparition remonte à plus de 500 millions d'années. La ceinture de Vénus possède tout le long du corps des tentacules adhésifs qui capturent le zooplancton et de minuscules crustacés et les acheminent vers sa bouche. Bien que ces animaux semblent dériver au gré du courant, ils nagent. Des milliers de cils vibratiles, fusionnés à la base et disposés sur 8 rangées, leur permettent de se mouvoir. Leur battement coordonné produit une ondulation semblable à celle du serpent. Les cténophores ont probablement fait partie des premiers organismes dotés de cellules spécialisées dans la locomotion. La plupart des cténophores sont hermaphrodites. Ils libèrent à la fois du sperme et des ovules, et peuvent même s'autoféconder. Les jeunes ceintures de Vénus sont transparentes, mais avec l'âge, elles prennent souvent une teinte violette ou bleu-vert. De nuit, elles émettent de la lumière par bioluminescence. Leur façon de se mouvoir n'est pas seulement élégante, elle leur permet de prospérer en pleine mer. Grâce à la lenteur de leurs ondulations, elles sont endurantes et parviennent à se nourrir efficacement. Et dans cet environnement isolé, leur mode de reproduction unique au monde est un très net avantage. Toutes les îles, les îlots et les récifs des Bahamas reposent sur 2 plateformes carbonatées appelées les bancs des Bahamas. Ce sont ces bancs qui donnent à l'eau sa couleur turquoise typique. À l'ouest, le fond marin descend progressivement jusqu'à 760 mètres. Mais à l'est, les falaises sous-marines sont abruptes et s'enfoncent jusqu'à 4000 mètres dans l'Atlantique. Les rares espèces qui prospèrent ici sont très résistantes, très rapides ou capables de plonger à de grandes profondeurs. Une espèce réunit ces 3 qualités. Très rapide
ou capables de plonger à de grandes profondeurs. Une espèce réunit ces trois qualités. Jadis, c'était un des squales les plus répandus dans le monde. Le requin longimane est désormais considéré en danger critique d'extinction. Exclusivement pélagique, le longimane s'aventure rarement dans les eaux côtières. Il est donc difficile à étudier. Il est aussi appelé requin à pointe blanche, en raison des taches blanches à l'extrémité de ses nageoires. Ses nageoires dorsales et pectorales sont arrondies et plus longues que celles des autres requins. Les requins sont réputés pour leur odorat. L'eau de mer pénètre dans leurs narines, situées sous leur museau, jusqu'à des sacs olfactifs. Les requins sont capables de détecter d'infimes traces chimiques, ce qui leur permet d'identifier de très loin une proie ou un partenaire potentiel. Cependant, ils ne respirent pas par leurs narines. C'est l'eau qui passe dans leurs branchies qui oxygène leur sang. Les poissons pilotes sont les compagnons attitrés du requin longimane. Les chercheurs croyaient autrefois que cette relation profitait aux deux espèces. Mais de récentes études indiquent que les poissons pilotes sont simplement très opportunistes. Ils se nourrissent des restes des repas des requins et ils profitent de l'onde de proue créée par le squale pour tripler leur vitesse. Puisque les requins ne semblent tirer aucun bénéfice du voisinage des poissons pilotes, la raison pour laquelle ils ne les mangent pas reste encore un mystère. Les Bahamas sont les champions mondiaux en matière de protection des requins. C'est l'un des premiers pays à avoir interdit la pêche à la palangre dans les années 1990, puis en 2011, le commerce de tous les produits issus du requin. En conséquence, cette zone proche de l'île Cat offre aux chercheurs comme aux amateurs de sens. Affleurant à la surface de l'eau, ce rocher attire des espèces en quête de nourriture et d'un refuge terrestre dans l'immensité océanique. Bien qu'ils se posent rarement et qu'ils soient probablement capables de dormir en volant, les oiseaux pélagiques comme les sternes fuligineuses s'installent sur des affleurements rocheux pendant la saison des amours. Cet îlot de rochers et de végétation cache une pouponnière. Les nids sont sommaires. Un tas de pierres et quelques brindilles. Les sternes fuligineuses ne pondent qu'un œuf par an. Les parents consacrent beaucoup d'énergie à assurer la survie de leur progéniture. Ils couvent l'œuf à tour de rôle et lorsqu'il est éclos, ils se relaient pour nourrir l'oisillon. Les nids sont peut-être inconfortables, mais ils sont discrets et offrent un camouflage parfait. Les oisillons qui viennent de naître se fondent à merveille dans le décor. Les naudis bruns nichent souvent dans les mêmes colonies que les sternes fuligineuses. Ils pondent également un seul œuf par an. Un œuf moucheté de brun et de mauve.
les parents se relaient eux aussi pour protéger et nourrir leurs oisillons. Dans cette colonie très peuplée, il est trop risqué de laisser longtemps les poussins seuls avant qu'ils n'atteignent l'âge de 8 semaines et puissent quitter le nid. Tandis que les oiseaux nichent sur l'îlot rocheux, les poissons exploitent sa géographie sous-marine. Un banc de carangues comades utilise ce récif pour optimiser sa chasse. Arrivant en nombre, les carangues sèment le chaos et débusquent ainsi de petits poissons. Elles décrivent des cercles de plus en plus rapprochés autour d'un banc d'alevins pour les piéger contre la paroi rocheuse. Certaines brisent alors le cercle pour passer à l'attaque. Elles mesurent en moyenne 11 mètres, alors que les mâles peuvent atteindre 18 mètres. Et elles pèsent une quinzaine de tonnes, soit le tiers du poids des grands mâles. Les cachalots possèdent un organe qui occupe presque entièrement le sommet de leur tête et produit une substance huileuse, le spermacétie, ou blanc de baleine. Les premiers baleiniers ont cru qu'il s'agissait du liquide séminal de l'animal, d'où le nom de spermacétie. Cette substance, très prisée des hommes, a valu aux cachalots d'être impitoyablement chassés. À la différence des baleines, les cachalots ont un évent situé non pas au milieu, mais sur la gauche de leur tête. Leur souffle est donc aisément reconnaissable. Mais les cachalots sont difficiles à localiser, car ils peuvent plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur et rester sous l'eau pendant 1 heure. C'est un exploit remarquable pour un mammifère qui n'a pas les branchies d'un requin et qui ne peut respirer qu'à l'air libre. Les cachalots plongent pour chasser les calamars, qui composent la plus grande partie de leur alimentation. On estime qu'un adulte consomme des centaines de kilos de calamars par jour. Pour se procurer de telles quantités, il est possible que les cachalots d'un groupe familial chassent ensemble en utilisant des combinaisons de clics pour communiquer entre eux et localiser les proies. Leur langage est riche et complexe. Les sons pulsés des clics rappellent les grincements d'une porte de grange. Charlotte Dunn, spécialiste en acoustique, mesure les caractéristiques de ces clics pour estimer la taille des cachalots. Les jeunes cachalots sont incapables de plonger profondément. Quand leur mère sonde pour se nourrir, les jeunes restent à la surface. Une autre femelle du groupe reste auprès d'eux pour les protéger des orques. Pour récupérer après l'effort fourni pendant la plongée, les cachalots passent un moment à la surface. Mais 10 minutes plus tard, ils sont déjà prêts à regagner les profondeurs. Reste tout près de sa mère. Il économise ainsi de l'énergie car l'eau lui oppose une moindre résistance. Et il a juste à donner de temps en temps un petit coup de nageoire caudale pour maintenir le cap. Cette proximité facilite l'allaitement et rassure à la fois la mère et le petit. Ces jeunes n'ont plus besoin de l'attention constante de leur mère. Ils passent désormais une bonne partie de leur temps avec d'autres dauphins de leur âge. Dans les grands groupes, les dauphins évoluent souvent 2 par 2. Ce comportement n'est pas réservé aux jeunes. Les dauphins plus âgés ne cessent eux aussi de renforcer les liens avec leur père.
Nager le ventre tourné vers le ciel est une invitation au contact, un peu comme un chien qui a envie qu'on lui gratte le ventre. Cela peut être l'appel d'un dauphin mâle qui souhaite s'accoupler ou une simple demande de marque d'attention. Ici, deux adultes se touchent les nageoires. C'est une façon de conserver un contact étroit lorsqu'ils nagent à grande vitesse. Dans ces eaux, les dauphins sont la proie des requins. Les chercheurs pensent que les cétacés agissent en groupe pour repousser les attaques des squales. Les entailles au niveau du pédoncule caudal de ce dauphin sont sans doute dues aux attaques d'un ou plusieurs requins. 15 à 30% des dauphins de Bimini gardent des cicatrices de leur rencontre avec ces prédateurs. Pour repousser une attaque, les dauphins doivent coordonner leur action. Mais parfois, les dauphins s'éloignent vers le large. Ce mâle tacheté semble être seul, mais il reste probablement en contact avec ses congénères au moyen du comportement social qui intrigue le plus Kelly, la vocalisation. Kelly enregistre les sons émis par les dauphins. Leur palette sonore est large et comprend deux grandes catégories, les sifflements et les clics. La chercheuse est un peu comme une anthropologue qui tente de déchiffrer une langue ancienne oubliée, sans l'aide d'une pierre de Rosette. Les chercheurs croyaient autrefois que cette relation profitait aux deux espèces. Mais de récentes études indiquent que les poissons pilotes sont simplement très opportunistes. Ils se nourrissent des restes des repas des requins et ils profitent de l'onde de proue créée par le squale pour tripler leur vitesse. Puisque les requins ne semblent tirer aucun bénéfice du voisinage des poissons pilotes, la raison pour laquelle ils ne les mangent pas reste encore un mystère. Les Bahamas sont les champions mondiaux en matière de protection des requins. C'est l'un des premiers pays à avoir interdit la pêche à la palangre dans les années 1990, puis en 2011, le commerce de tous les produits issus du requin. En conséquence, cette zone proche de l'île Cat offre aux chercheurs comme aux amateurs de sensations fortes la chance unique d'observer de près ces créatures méconnues. Des dizaines de requins longimanes viennent se nourrir dans ces eaux. La plupart des requins qu'on croise ici sont des femelles. Les scientifiques pensent que cet endroit est lié à leur cycle de reproduction. Il est probable que les requins s'accouplent ou mettent bas à proximité. Les femelles prennent peut-être des forces en se nourrissant des thons et des coryphènes qui migrent à travers ces eaux à la même époque. Ces femelles requins donnent naissance à leurs petits 1 an après l'accouplement. Les requins longimanes sont vivipares. Les œufs éclosent dans le corps de la mère et les petits requins naissent déjà formés. Cette femelle attend des petits. Elle déploie une énergie farouche pour défendre sa prise face aux concurrentes. Rapides, les coryphènes sont une source de nourriture constante pour les plus grands prédateurs pélagiques.
À la surface, un groupe de puffins d'Audubon s'envole en quête d'un autre tapis de sargasses. L'un d'eux reste en arrière. Il est visiblement blessé. En haute mer, il n'y a pas de sursis. Ce prédateur devient à son tour une proie. Dans le Grand Canyon des Bahamas, Diane Claridge et Elizabeth Burgess cherchent l'insaisissable baleine à bec de Blainville. Ces baleines sont des championnes de plongée en apnée, surtout lorsqu'on considère leur taille compacte. Après une seule inspiration, elles peuvent plonger pendant 1 heure à plus de 1500 mètres. Elles passent peu de temps à la surface, ce qui les rend presque impossibles à repérer et à étudier. Ces baleines à bec de Blainville ont émergé pour se remettre de leur plongée en eau profonde. Après avoir pris une bouffée d'air, elles effectuent une série de plongeons à faible profondeur. Il s'agirait d'une méthode de décompression pour évacuer l'excès d'azote de leur sang, comme le font les plongeurs en remontant par paliers. Ensuite, les baleines se reposent, parfois pendant 1 heure et demie, avant de plonger à nouveau. Le cycle de plongée dure environ 2 heures et demie et se répète tout au long de la journée.